Anna Corbet, je travaille depuis 1 an et demi à la ville de Grenoble au sein du pôle résilience territoriale et j'ai été embauchée du coup pour travailler sur la stratégie de résilience, qui est donc la raison pour laquelle je suis ici pour, vous présenter cette stratégie. Donc je pense que je vais faire beaucoup moins que 30 minutes, mais du coup, ouais, les questions c'est à la fin, donc vous m'interpellez pas pendant la présentation si j'ai bien compris. Du coup, la stratégie, c'était une commande politique, qui est arrivée donc en 2020 et qui partait du constat que, donc la ville de Grenoble est exposée à de nombreux risques, et enfin, ce depuis plusieurs décennies. Donc c'est une ville qui a quand même une expertise et des outils en matière de gestion de risques qui sont qui sont déjà assez opérationnels, enfin voilà, qui sont régulièrement utilisés, mais que les risques auxquels on est confronté depuis plusieurs années sont non seulement plus fréquents, mais aussi de nature plus inédite. On va de plus en plus être confronté à des crises qui sont plus forcément de nature locale, entre guillemets, mais qui vont venir ou être les conséquences d'événements internationaux ou nationaux. Donc un tournant, ça a notamment été la crise du Covid, évidemment, qui a été donc le point à partir duquel l'élu en charge des risques, de la résilience et de beaucoup d'autres choses, du coup Antoine Bach, a demandé au service de rédiger cette stratégie de résilience qui devait en fait se repencher sur la notion de gestion des risques et en disant comment est-ce qu'on peut appliquer ce concept dont on entend parler depuis plusieurs années à l'échelle d'une ville et de manière opérationnelle. Euh, ça a mené, donc en termes de chronologie, la commande, je crois qu'elle arrive à peu près en 2020. Donc ensuite, il y a eu une ancienne collègue qui a été embauchée pour donc travailler sur la stratégie et qui a commencé par réaliser un diagnostic. Et puis ensuite, donc j'ai été embauchée, moi, il y a 1 an et demi pour continuer, donc travailler sur la stratégie et sur le plan d'action, dont je vous parlerai après. Et à noter aussi que c'est une stratégie qui s'inscrit dans le cadre d'un projet, enfin d'une démarche qui avait été adoptée quelques années plus tôt, qui est la démarche Grenoble 2040. Donc qui a été lancée aussi de manière à développer les imaginaires en faveur d'imaginaires souhaitables pour Grenoble en 2040. Et donc qui englobe en fait un certain nombre de projets, dont cette stratégie, qui elle pour le coup en fait vise justement non seulement un peu à accompagner en fait ces imaginaires. Donc on se dit en fait la manière dont on voit les choses, c'est que Grenoble s'est lancé dans plusieurs trajectoires, planification et stratégies qui visent donc la transition écologique et sociale, mais qu'en fait les crises peuvent venir en fait perturber ces transitions et que la stratégie de résilience en fait elle vise voilà, à s'assurer en fait que Grenoble continue sur cette lancée. Donc voilà. Donc comme je le disais, il y a une ancienne collègue sociologue géographe, qui a travaillé en premier lieu sur un diagnostic à partir de 2021. Donc c'était une démarche un petit peu particulière puisque ce diagnostic il s'appuyait sur de la documentation existante, quels sont les risques qui sont présents à Grenoble. Mais en fait, une grande partie de ce diagnostic a constitué, a constitué du coup en 50 entretiens avec 50 agents de la ville de Grenoble pour leur demander à eux en fait, ce qu'ils estimaient comme étant les risques les plus importants, à la fois pour la ville de Grenoble en tant qu'organisation et pour les habitants. Donc c'est une distinction qui est assez importante, c'est-à-dire que les risques pour la ville de Grenoble en tant qu'organisation vont pas forcément être les mêmes que ceux qui vont venir menacer les habitants, même si à terme évidemment ça va avoir des conséquences en termes de services publics. Donc, comme je disais, 50 entretiens, 50 agents. Il y a 53 risques qui ont été recensés, qui ont été répartis en 4 familles. Et donc, ce qui était assez intéressant, c'est que il y avait dans ces 4 familles, il y a les risques majeurs, les risques liés à des dysfonctionnements économiques, les risques qui sont liés à des dysfonctionnements institutionnels et les risques liés à l'effondrement social. Donc jusque-là, en gestion des risques, en fait, on traite surtout des risques majeurs, c'est-à-dire tout ce qui est inondation, séisme, voilà. Et donc d'autres risques qui vont être très contrôlés, très... Enfin voilà, il y a plusieurs plans, il y a une législation assez exhaustive en fait qui va exister sur ces risques. En revanche, les 3 autres familles de risques en fait étaient relativement nouvelles, en tout cas pour le service qui s'occupait de la gestion des risques et gestion de crise. Donc dans les risques liés à des dysfonctionnements économiques, on va trouver par exemple l'inflation ou bien la pénurie de produits essentiels,
Risques liés à des dysfonctionnements institutionnels, on va retrouver la défiance envers le service public qui, si elle s'aggrave, en fait, peut vraiment venir, grever la capacité à agir de la collectivité dans plusieurs domaines. Et risques liés à l'effondrement, social, bon, bah, voilà, l'augmentation et l'aggravation, de la précarité, de la pauvreté, l'augmentation des clivages aussi dans la population. Donc voilà, ça c'est plein de ces 53 risques qui ont été remontés donc par les agents, de la ville de Grenoble et qui ont mené donc à quelques constats. Donc le premier, c'est que, comme je le disais, en fait, les risques majeurs parmi les préoccupations des agents n'occupaient qu'un quart à peu près de leurs préoccupations. Le deuxième, c'est que 15,53 risques, c'est quand même énorme. Jusque-là, la gestion des risques, ça consiste beaucoup en fait à se focaliser sur des risques, de se demander comment est-ce qu'on fait pour répondre à ces risques. 53 risques, on ne peut pas en fait. D'autant plus qu'on sait qu'on est dans un monde, dans des temps relativement incertains et qu'en fait, le risque de pandémie, peut-être que si le diagnostic avait été fait en 2015, il ne serait pas forcément ressorti. Il se trouve que c'est quelque chose qui nous est tombé dessus. Donc l'idée, c'est, en fait, dans le constat, dans l'analyse qui a été faite de ce diagnostic, la question a été comment est-ce qu'on fait pour passer d'une logique qui soit relativement aléa-centrée, donc justement où on se concentre sur les différents aléas en se demandant comment est-ce qu'on fait pour y répondre, et passer du coup à une approche que du coup nos directeurs appellent ressources centrées. On se dit plutôt comment est-ce qu'on fait pour protéger les ressources dont on a tous besoin et en fait s'assurer que du coup ces sortes de digues, ces sortes de protections qu'on met autour des ressources soient efficaces quel que soit le type de crise qui peut nous tomber dessus. Voilà, donc un autre élément aussi de ce diagnostic, c'était qu'une bonne partie des risques qui avaient été identifiés sont en fait déjà là. Quand on parle de la précarité, de la pauvreté, quand on parle de la défiance envers le service public, c'est des risques en fait qui sont déjà présents et c'est leur aggravation où en fait on se demande est-ce qu'on va atteindre un point de non-retour, comment est-ce que ça fonctionne exactement. Jusque-là, quand on parle de risque, on a tendance à se projeter dans le futur en se disant une crise c'est lointain et donc en fait ça va nous tomber dessus, une inondation. Aujourd'hui là il n'y a pas d'inondation. Après-demain, peut-être qu'il y en aura une. Tandis que là, quand on est dans des phénomènes en fait qui sont déjà là, du coup, ça nous force forcément à nous questionner aussi sur la manière dont on gère, la manière dont on prévient ces risques et voilà. Du coup, suite à ce diagnostic, donc comme je disais, donc la stratégie, elle a été adoptée en février 2025 en se basant du coup sur ce diagnostic. La stratégie, quand elle a été adoptée, donc il y avait plusieurs ambitions qui lui étaient associées. En tout cas, moi, quand je suis arrivée, il y a eu plusieurs choses qu'on m'a dites: «Il faut absolument que ça respecte ça, ça, ça». Donc, comme je disais, passer d'une trajectoire aléa-centrée, à une stratégie qui soit vraiment ressources centrée. Et puis, aussi, que cette stratégie soit compatible avec le projet municipal et qu'elle ait une certaine éthique. C'est-à-dire que je sais qu'il y a eu de nombreux débats sur la sémantique. Est-ce qu'on appelle cette stratégie une stratégie de résilience? Est-ce qu'on utilise un autre terme? Donc c'est un terme qui est très connoté, qui a beaucoup été utilisé donc ces 5-10 dernières années dans tous les sens par beaucoup de structures et auxquelles en fait on adresse de nombreuses critiques qui sont pour la plupart relativement fondées. Et donc on s'est dit, bon, ok, on garde cette notion de stratégie de résilience. En revanche, on va quand même expliciter que c'est une stratégie qui va quand même respecter des principes qui sont chers, en tout cas au projet municipal, qui sont donc le partage, la justice sociale, le respect du vivant, la sobriété, la démocratie participative. D'autant qu'on sait que quand on parle de gestion des risques, on a aussi parfois tout un enjeu justement de ne pas laisser l'urgence venir empiéter tous ces principes-là. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut parfois reprocher du coup à la gestion de crise, c'est de se dire par exemple la démocratie participative, c'est très compliqué de faire ça dans l'urgence. Donc ça a été tenté pendant la crise du Covid avec le comité de liaison citoyenne. Néanmoins, c'est pas forcément toujours aussi évident et aussi facile à faire. Donc voilà, en anticipant ça et en l'inscrivant noir sur blanc, c'est une manière pour nous aussi de nous souvenir de respecter ces principes. Donc la stratégie, elle se base sur 3 piliers. Donc il y a étendre et préserver la capacité à agir de la ville de Grenoble, étendre et préserver la capacité à agir des habitants, et renforcer les coopérations et développer les nouvelles solidarités. C'est là que normalement je fais mon petit dessin, mais bon, du coup, on ne va pas le faire.
Étendre et préserver la capacité à agir de la ville de Grenoble, c'est parce que, donc comme je disais, une des critiques qui est parfois adressée au concept de résilience, c'est la déresponsabilisation des acteurs publics et faire peser sur les individus la responsabilité de leur propre survie. Donc en fait, en mettant pour premier pilier la ville de Grenoble, c'est de dire: «Bah non, en fait, c'est nous, notre rôle, c'est de protéger les habitants et pour cela, il faut s'assurer que notre organisation de gestion de crise, notre organisation tout court, soit robuste et soit en capacité de faire face aux différentes crises. Donc là-dedans, on va retrouver donc, enfin, je vais peut-être pas rentrer dans le détail parce que c'est relativement précis, enfin, assez opérationnel, mais on va chercher à renforcer notre plan communal de sauvegarde et puis en fait à tester différents outils qui vont venir nous permettre en fait, en cas de grosse crise, de tirer les enseignements du Covid et des autres crises qu'on a pu connaître, de manière en fait à s'assurer que demain, s'il y a un blackout, s'il y a une inondation, s'il y a peu importe, enfin, un autre risque qui nous tombe dessus, au moins la ville de Grenoble sera en capacité d'assurer ses missions de service public de manière optimale. Ensuite, on a étendre et préserver la capacité à agir des habitantes et des habitants, euh, qui se divise en fait en deux sous-parties. Le premier, c'est sécuriser les besoins fondamentaux. Donc comme je disais, au lieu de chercher à contrer, un peu comme au ping-pong, du coup, les différents risques, on va se dire, bon, ok, donc les besoins fondamentaux des habitants, ça va être l'eau, ça va être la nourriture, l'énergie. On a une liste de 12 besoins, alors sans rentrer dans le détail, qu'on a piqué à la théorie du donut sur laquelle la ville de Grenoble travaille aussi, mais aussi l'accès à l'éducation et l'accès aux réseaux de télé, enfin, à des réseaux de communication quels qu'ils soient, l'accès au lien social. Et donc ce sont ces besoins-là en fait qui vont nous guider dans notre stratégie et qu'on va chercher à préserver au maximum face voilà, à des risques qui pourraient leur tomber dessus. Donc c'est encore relativement expérimental entre guillemets, donc des actions qui y sont associées par exemple, c'est renforcer les stocks. C'est une chose qu'on tente de faire. On essaie en fait de se pencher sur le risque de pénurie, qui est en fait encore assez peu exploré en fait à l'échelle à la fois nationale et même au niveau des collectivités. On est plusieurs à essayer en fait de creuser, de se pencher sur ce domaine, mais c'est pas évident. Donc voilà, on creuse, on a nos petits piochets et puis on essaie d'avancer. Dans cette partie-là, on implique aussi, on a aussi cette dimension d'éduquer au risque et à l'entraide. Donc l'entraide, j'y reviendrai un petit peu plus tard en fait. Mais dans cette notion, enfin en fait, renforcer la capacité à agir des habitants, c'est aussi les rendre en capacité d'agir. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses que les habitants peuvent faire et qui peuvent en fait les aider aussi du coup, à se préserver en cas de crise. Donc là, il y a des chiffres qui sont sortis récemment qui disaient que sur les derniers risques, notamment les inondations qui ont frappé la France ces dernières années, il y a 98% des décès qui auraient pu être évités avec ce qu'on appelle les bons réflexes. Donc en fait, c'est des réflexes qu'on va essayer de marteler, de répéter, et qui vont être, donc, par exemple, en cas d'inondation, il ne faut pas prendre la voiture, il ne faut pas aller chercher ses enfants à l'école, et il faut monter à l'étage. Et donc, c'est des choses qu'on va essayer en fait de diffuser au sein de la population, de manière à leur permettre en fait de justement acquérir ces réflexes qui finalement sont peut-être pas forcément instinctifs. Hein. De ne pas aller chercher ses enfants à l'école, du coup, c'est celui qui suscite par exemple le plus de réactions quand on en parle. Et du coup, d'aller éduquer, en tout cas d'aller diffuser cette information au sein de la population, de manière à ce qu'ils s'en emparent. On va aussi chercher à, donc, d'en renforcer la capacité à agir des habitants, on cherche aussi à réfléchir à la notion de savoir-faire. Donc, des connaissances à acquérir, ça peut être les bons réflexes, ça peut être d'autres choses. Donc, un exemple que je donne souvent, c'est par exemple, pour évoluer dans la société aujourd'hui, donc moi j'ai besoin de compétences numériques. J'ai besoin d'être en capacité d'utiliser mon ordinateur. Sans ça, c'est vrai que je serais quand même, il y aurait quand même un certain nombre de choses que je serais pas en capacité de faire. Mais peut-être que demain, peut-être qu'en 2040, en fait, il y aura d'autres savoir-faire qui me seront utiles et que je n'ai pas aujourd'hui. Et lesquels sont savoir quels sont ces savoir-faire. Donc c'est une question qu'on se pose et sur laquelle on aimerait bien avancer. Voilà. Donc, premier pilier, étendre et préserver la capacité à agir de la ville de Grenoble. Deuxième pilier, donc celle des habitants. Le troisième, c'est renforcer les coopérations et développer de nouvelles solidarités. Donc, c'est le pilier le plus nouveau, entre guillemets, pour nous, en tout cas au sein de la direction prévention et gestion des risques. Les études qui ont été faites sur les territoires résilients sont assez unanimes en fait sur le sujet.
on sait que pour qu'un territoire soit résilient, le tissu de la cohésion sociale qui existe avant la crise est absolument fondamental. Parce qu'à partir du moment où en fait on va retrouver des liens forts au sein de la population, il va y avoir davantage de solidarité, davantage d'entraide, et notamment sur le long terme. C'est-à-dire que la solidarité, en fait, elle advient assez spontanément, en fait, en général, en cas de crise. La difficulté, c'est à partir du moment où la crise dure plusieurs jours, où en fait on peut voir une décrue en fait de cette solidarité, et où du coup tout l'enjeu est justement de la maintenir à un niveau relativement suffisant pour justement assurer la protection de tous les habitants. Donc là-dedans, donc quand on dit renforcer les coopérations, c'est se dire, bah, nous, en tant que ville de Grenoble, on travaille déjà avec un certain nombre de partenaires, donc avec la métropole, le département, la préfecture, mais aussi les associations de sécurité civile, enfin plein d'autres, enfin ça peut être l'université, d'autres partenaires qui ne sont pas forcément des institutions, des échelons au-dessus de la commune. Euh, donc avec lesquels on va déjà avoir des relations, y compris dans le domaine de la gestion des risques. Mais en fait, on aimerait bien créer un lieu d'échange, ou en tout cas continuer, insister en fait pour créer des liens qui puissent nous permettre aussi de partager notre vision de la gestion des risques. Et voilà, réfléchir ensemble finalement à comment on peut avancer tous ensemble, puisque on n'est pas seul sur ce territoire. Et puis la ville de Grenoble n'a pas toutes les compétences qui lui permettent d'agir sur la ville non plus. Donc en fait, c'est important pour nous aussi d'avoir de bonnes relations avec ces autres acteurs. Et développer de nouvelles solidarités. Donc, comme je disais, il y a des acteurs avec lesquels on travaille déjà, il y en a d'autres avec lesquels on ne travaille pas. Et nous, ça nous intéresse en fait de créer des liens avec ces acteurs. Donc ça pose plein de questions, hein. Par exemple, un des projets sur lesquels on travaille actuellement, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller chercher les associations du territoire, qui ne sont pas forcément des associations de sécurité civile, mais qui ont un impact et puis qui ont un impact fort sur le territoire de Grenoble, qui peuvent aller chercher en fait des habitants qui sont peut-être pas forcément touchés par la communication institutionnelle, et que nous, enfin, on va peut-être avoir du mal à aller chercher avec nos DICRIM et puis avec nos petites animations sur les bons réflexes à tenir en cas d'inondation. Et en fait, justement, donc d'aller chercher ces associations, voir si elles sont intéressées de travailler avec nous, d'être éventuellement relais en fait en cas de crise des informations qu'on a à donner, et puis voilà, enfin, voir de quelle manière en fait on peut travailler tout ensemble. Donc voilà, développer de nouvelles solidarités, donc entre nous en tout cas, et des acteurs qui existent déjà et qui, elles, en fait, sont déjà importantes à Grenoble et d'importants tissus de cohésion sociale. Euh, Bon, si jamais vous avez des questions, on en parlera peut-être après. Dans cette stratégie, on a aussi donc les leviers de la résilience. J'en parle juste assez rapidement parce que c'est intéressant aussi. Pareil, il y a des études en fait qui ont été faites et qui ont tenté d'identifier des facteurs de résilience qu'on peut trouver dans tous les territoires, justement qui ont fait preuve de résilience pendant une crise. Et, donc on en a retiré ces leviers parce qu'on aimerait bien en fait les utiliser et les diffuser notamment au sein de la collectivité, en se disant en fait c'est des réflexes qu'on peut mettre à des échelles individuelles ou alors à l'échelle d'un service, et qui peuvent nous aider finalement à aller dans le sens de plus de résilience sans forcément se lancer en fait dans un travail phénoménal de planification. Donc ces leviers, c'est donc prioriser et renoncer, apprendre et former, la redondance et la diversification, inclure et coopérer. Donc prioriser et renoncer, alors c'est surtout la priorisation en fait qui nous intéresse, nous. C'est que, donc par exemple, on travaille sur le risque de blackout. Si demain on a une énergie limitée, quels sont les établissements qu'on va venir prioriser, qui ont absolument besoin en fait d'être alimentés en énergie. Donc des établissements, ça peut être des établissements sensibles, donc par exemple des établissements médico-sociaux, ça peut être des bâtiments dans lesquels on va tenir notre cellule de crise ou pas. Mais en fait, c'est des questions qu'il faut se poser en amont de la crise pas enfin, justement pendant la crise, parce que sinon les décisions qui vont être prises seront prises dans l'urgence et a priori pas forcément, pas toujours adaptées. Apprendre et former, donc c'est la dimension d'agilité dont je parlais un petit peu plus tôt. C'est sur cette notion en fait de savoir-faire finalement dans un monde qui est constamment changeant. Les compétences dont on dispose peuvent être amenées à changer aussi, et comment est-ce qu'on accompagne au mieux cet apprentissage et cette polyvalence en fait dont on aura forcément besoin de faire preuve dans les années qui viennent.
Heu, donc à l'échelle d'un service, par exemple, là, on se penche sur, on réfléchit au plan de continuité d'activité. Donc en cas de crise, il peut y avoir des services qui sont amenés à avoir besoin de davantage d'effectifs qu'en temps normal. Ça peut être par exemple pour l'accueil du public. Pour l'accueil du public, en fait, il faut avoir quand même certaines compétences de manière à, bah, interagir avec le public, être au courant finalement, pendant une crise, bah, du coup des informations à relier, donc avoir un minimum de connaissances, dans ce sujet. Et donc en fait, on va essayer de réfléchir à ça, à se dire, bah, en fait, qui pourrait venir renforcer ces effectifs et à quoi est-ce qu'on les forme? De manière à ce que si demain, en fait, en temps de crise, on les redispatche sur, d'autres missions, en fait, ces personnes ne soient pas complètement larguées, quoi, qu'elles aient déjà quand même deux-trois bases sur lesquelles avancer. La redondance et la diversification, alors, j'avais noté les définitions exactes, mais elles ne sont pas là. La redondance, c'est, donc si j'ai besoin de données qui sont sur un serveur, c'est avoir par exemple un autre serveur avec exactement les mêmes données. Donc s'il y a un problème sur ce serveur-là, on peut se servir de l'autre serveur. La diversification, c'est un peu le même principe, mais avec un élément, bah, un autre élément alternatif. Donc, si j'ai besoin de certaines données et que le serveur, en fait, il est capoute, bah, du coup, si j'ai pensé à imprimer ces documents auparavant, bah, ça me fait du coup un autre support sur lequel je peux me baser et qui peut me permettre d'assurer la mission que j'ai besoin de réaliser. Et ensuite, donc inclure et coopérer. Donc on revient encore une fois sur la notion d'entraide. Donc notamment dans un contexte où les collectivités ont de moins en moins de budget, il faut bien que je le passe quelque part. La notion de mutualisation et de coopération est d'autant plus importante. Et ça va être pareil à l'échelle de la société. Donc juste pour finir, donc, pour dire que donc ça c'est la stratégie, c'est vraiment les grands objectifs, qu'on se donne, pour atteindre davantage de résilience, à Grenoble. On a quand même tenu à avoir un plan d'action qui y soit associé, heu, donc avec, des mesures très opérationnelles, puisque l'idée c'était pas justement de se laisser impressionner aussi par, ces objectifs qu'on tente de réaliser. Atteindre davantage de résilience, ça se fait pas en 2 ans, ça se fait pas en 3 ans. Donc, en fait, on a regardé ce que faisaient les autres services qui allaient déjà dans le sens de davantage de résilience. En réalité, une grande partie quand même de ce que fait la ville de Grenoble va dans ce sens-là, notamment si on part du principe qu'en fait, favoriser l'entraide et développer, les nouvelles solidarités, ça en fait partie. Bon, bah, voilà, on va dire que toute l'action du CCAS, est un petit peu là-dedans. On a mis des actions, qui étaient souvent relatives à notre service et donc au domaine de la gestion de risque pour tenter, pour tenter du coup de venir pallier et accompagner les autres services, là où on le pouvait. On a un peu essayé d'identifier les trous dans la raquette et en se disant: bah, «Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle et qu'est-ce qu'on peut faire de manière à accompagner les autres services et les autres acteurs, dans cette démarche-là?»